Je pense que Novonesis, c'est le nom de Novozymes. C'est le nouveau nom de la compagnie danoise qu'on appelait Novozymes avant. Donc, c'est toujours la chimie spécialisée. Donc, c'est à peu près un price maker. Donc, on fixe nos prix ici. Donc, c'est un business. On va faire à peu près le tour d'horizon assez rapidement. Donc, Novonesis. Donc, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, c'est pour ça que je la mets directement ici. Novonesis. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas... Attendez, c'est bizarre ça. Novonesis. On va regarder ça ici. Voilà, et je reviens là. OK. Donc, on y va assez rapidement. Stabilité, croissance des revenus. Revenus extrêmement, de plus en plus élevés. Vous voyez qu'on a une accélération sur les derniers mois ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a fait une acquisition? On vérifie. Cash acquisition. Ici, il paraît que non. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a une croissance qui accélère littéralement sur la dernière période. Ça peut être intéressant à aller regarder. Quels sont les drivers de cette croissance-là? Est-ce que c'est durable? De manière générale, il y avait déjà une croissance sur business après un ralentissement ici entre 2018 et 2021. Donc, ensuite, on regarde ici la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? Donc, on regarde la stabilité ou la croissance de la marge brute. On a une décroissance de la marge brute. On a 10 points de base en moins ici. Et donc, enfin, pas 10 points, enfin, on va le dire comme ça, 10% en moins ici. Et on se rend compte ici que ça coïncide avec l'accélération des revenus. Est-ce qu'on n'a pas plutôt sacrifié les marges en date d'aujourd'hui pour booster le revenu? Voilà une question que vous devez vous poser quand vous voyez ce genre de variation-là. Ensuite, vous regardez les marges EBITDA. Qu'est-ce qu'on constate ici? Vous voyez ce que je veux dire? Pression également au niveau des marges EBITDA. Qu'est-ce qui se passe dans ce business-ci? Parce que quand on regarde à peu près la médiane sur les derniers mois, sur les 10 dernières années, c'était 34%. Subitement, de 34%, on se retrouve à du 21%, 22%, 12% en moins. C'est un problème. Donc, marge brute a diminué. Marge EBITDA a diminué. Revenu a augmenté. Ça veut dire qu'également, si on regarde les dépenses opérationnelles ont peut-être également augmenté parce qu'on a des marges EBITDA qui sont sous pression à un niveau, avec un pourcentage plus élevé que la pression sur les marges brutes. Important à les vérifier. Ensuite, ça reste un bon business, hein? Attention. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Classique, ils ont l'habitude de racheter leurs actions. Moi, j'aime ça. Dette nette sur EBITDA, du point de vue volume, 2.2. Et comme je l'ai dit, vous avez vu ici que l'EBITDA, du point de vue marge, a diminué. Alors que le revenu augmente. Ça veut dire que du point de vue volume, en termes de du point de vue volume, les marges sont l'EBITDA est plutôt stable. C'est la raison pour laquelle on peut avoir un revenu qui augmente et des marges EBITDA qui diminuent. Ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire que l'EBITDA du point de vue volume a diminué. Mais ici, on peut constater que si ce ratio augmente, c'est parce qu'on a pris de la dette, sans doute. Dette nette, on regarde le volume de dette nette ici, oui, il a augmenté. Mais ça reste ici gérable. Ce n'est pas une entreprise endettée. En dessous de 5, c'est parfait, surtout pour ce type d'entreprise. OK? Donc, c'est gérable. On constate ici, on a une dette nette aux alentours de 12 milliards 900. Je pense que c'est la couronne danoise. OK? Alors, on compare ici les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent généralement le même langage. Net income, elle est légèrement plus élevée que les free cash flow. Et donc, on peut avoir un effet BFR ici, etc. Il faut toujours aller vérifier cela. Mais normalement, free cash flow doit au moins être égal à net income. Est-ce qu'on investit également ici pour la croissance? Donc, c'est de telle sorte que le free cash flow, on a tendance à prendre une partie ici des bénéfices nets pour... on a tendance à investir plus en capital que la dépréciation amortissement qu'on en fait. Enfin, plus en capital de croissance ici. Une partie capital de croissance, une partie une partie maintenance. Donc, je sais que vous ne voyez pas ce que je veux dire, les amis. C'est dépréciation amortissement, c'est pour la dépense en capital de maintenance au moins. Voilà. Donc, ici, on va se dire qu'on parle à peu près le même langage. On sait qu'on doit vérifier la différence entre les deux, d'où est-ce qu'elle provient, pourquoi est-ce que c'est le cas depuis plusieurs années. Donc, après, on regarde ici les net income et les free cash flow. Alors, net income net income margin, excusez-moi.
Net income margin ici, ça donne à peu près la même tendance, hein, vous voyez. En moyenne, sur les 10 dernières années, nous avions combien? 21%. Et là, on se retrouve à 9%. Donc, on a un problème temporaire. On a un problème sur cette compagnie en date d'aujourd'hui. Il y a une pression au niveau des marges. Moi, ça m'intrigue. Parce que tout était beau jusqu'à il y a 2-3 ans par là. Et donc, il y a souvent de grandes chances que ce soit vraiment temporaire, ce genre de situation-là. OK? Mais maintenant, quelle est l'origine de la situation? Est-ce qu'on peut mettre un nom dessus? Alors, price to earning. Combien de fois les bénéfices le marché paye jamais pour ce genre de business? Alors, vu l'historique de cette compagnie, je vois ici que les investisseurs danois sont prêts à payer plus de 25 fois les bénéfices. Bon, on a de la croissance. On a des marges qui étaient plutôt stables jusqu'à une certaine époque. Mais vous comprenez qu'en date d'aujourd'hui, je ne pourrais pas payer plus de 25 fois les bénéfices. Et encore en payant 25 fois les bénéfices, il faut qu'on revienne à des marges à peu près situées au niveau de la moyenne connue dans le passé. D'accord? Et donc, si je me fie je vois ici que, bon, en date d'aujourd'hui, les analystes s'attendent à peu près une accélération de la croissance sur les années à venir. Intéressant. 15,89 couronnes danoises ici 2026. On me demande de payer 416 couronnes danoises ici. Donc, je mets 16 divisé par, j'arrondis bien sûr, s'il vous plaît. Divisé par 416. Ça donne un rendement sur coût d'à peu près 3,84%. On peut déjà voir ici que ça ne va pas m'intéresser du tout. Mais si cette croissance, qui est en moyenne de, voilà, disons 10% entre 2025 et 2026, si on a une croissance pareille entre 2025 et peut-être 2035, 10% en moyenne, le raisonnement actuel peut changer. C'est pour la raison pour laquelle nous, on va plutôt questionner la croissance. Donc, comme je dis toujours, je ne veux pas acheter une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Donc, le plus important pour moi, c'est déjà de au moins me fier à ce que l'entreprise a produit par le passé, vérifier si elle est capable de reproduire au moins la même chose et quel est le rendement sur coût que j'obtiens en date d'aujourd'hui. Donc, si je prends en considération, me distribue la totalité des bénéfices nets par rapport à ce que je dépense en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurai comme rendement? Quel sera mon rendement final? S'il est aux alentours de 5% et qu'il peut avoir tendance à augmenter de 10% en moyenne, pourquoi pas? Parce que je prends un exemple, si vous achetez une entreprise aujourd'hui à 5% de rendement, qui a la possibilité ici de croire qu'aux alentours de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années, en réalité, excusez-moi, je vais vous montrer le calcul ici, point 1, exposant 5, en réalité, vous êtes en train d'obtenir 8% de rendement. Et s'il le fait pendant 10 ans, donc multiplié par 1,1, donc croissance moyenne pendant 10 ans. Donc l'entreprise que vous achetez aujourd'hui à une fois, disons, prénom simple. Si vous achetez une entreprise aujourd'hui qui a un bénéfice net de 1 $, si vous l'achetez à 20 $ ici, c'est un rendement de combien? C'est un rendement de... c'est ça? 1 $, c'est ça? Juste vérifier ça. 1 divisé par 20. Voilà, c'est un rendement de 5%. Mais si on vous dit que le dollar en question va avoir tendance à croître en moyenne de 10% sur les 10 prochaines années, vous avez la certitude que ce sera le cas. En réalité, vous êtes en train de payer en année N plus 10. Donc, quand on sera ici à peu près au niveau de la 10e année, le 1 $ que vous avez payé en date le 1 $ d'aujourd'hui deviendra à peu près en 2035, d'accord? Ce 1 $ là deviendra 2,59 $. Rappelez-vous, vous avez payé 20 $ pour obtenir 1 $ chaque année. 1 $ cette année-là. En supplément de ça, vous aviez à peu près, pas la certitude, mais il y avait à peu près l'entreprise ici, vous aviez à peu près la certitude que la compagnie allait continuer à croître de l'ordre au moins de 10% en moyenne sur les 10 prochaines années. Donc, à PER égal, enfin, imaginez que le PER, le bénéfice, le multiple de valorisation n'a pas augmenté, etc. est presque resté le même, parce que vous avez payé 20 fois les bénéfices. On va se retrouver ici à 2,59 $ au lieu d'avoir ici au lieu d'avoir ici aux alentours de 10 fois à 15 fois les bénéfices, on aura à peu près quelque chose en tout de, excusez-moi, à 20 fois les bénéfices, ça sera à peu près 52 $. Donc je l'ai acheté à 20, avec la croissance des bénéfices nets aux alentours de 10% en moyenne sur les 10 dernières années. Mon 1 $ vaut aujourd'hui et aux alentours de 2,59 $ aujourd'hui. À 20 fois les bénéfices, ça donne 52 $ normalement, que l'entreprise, enfin,
Si quelqu'un devrait racheter à peu près le même multiple de valorisation que j'ai payé précédemment, au même multiple de valorisation, j'ai bien mentionné, ok, il devrait me donner au moins 51 dollars par là. Ok, 2,60 $ par rapport à mon prix d'acquisition d'origine, ça représente un rendement de 13%. C'est le but du game, maximiser son rendement sur coût d'acquisition. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que l'évaluation, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile ici, entre parenthèses difficile, c'est surtout améliorer, c'est surtout la connaissance du business model, également la compétence du management, apprécier la compétence du management, faire le devoir, faire la veille à peu près au niveau ici des concurrents. Et ça, de manière, au moins 2 fois par an. Je vais le dire comme ça, si vous êtes trop paresseux. Donc, conférence call, rapport financier, et sur la compagnie ainsi que sur les concurrents. Bref, tout ceci pour dire que Novonesis, 25 fois les bénéfices, attendu en 2026, ça donne à peu près aux alentours de combien? 397 $. 397 $, moins la dette nette, 397, moins 24, donc ça donne combien? 3, 9, 7, moins 24. 373 $. 373 $ l'action, c'est le prix que je serais prêt à payer pour Grand Max pour cette compagnie. Mais il faut avouer que par rapport à la suite, quand on compare bien, il n'y a pas une grosse... C'est quoi? C'est 10% de différence? Et encore, j'ai pris ici... Voilà, c'est ça. J'ai pris de la dette en considération. Donc, pour moi, je dirais que quelqu'un qui rachète du Novonesis en date d'aujourd'hui n'est peut-être pas fou. Même si c'est marqué 32 fois les bénéfices. Si la croissance est au moins de 10% jusqu'en 2026, vous payez presque 25 fois les bénéfices déjà. OK. En supplément de ça, si la croissance continue au-delà de 2026, ça pourrait être une bonne chose. À PER égal. Donc, si on extrapole un tout petit peu, croissance moyenne jusqu'en 2029 ici, à 25 fois les bénéfices, c'est pour une entreprise qui pourrait aller aux alentours de 540 $, 550 couronnes danoises, admettons qu'il n'y a pas de dette. Bref, intéressant d'aller regarder en profondeur, surtout questionner la croissance. Parce que cette croissance-là, si vous vous rendez compte qu'elle pourrait être, elle est durable dans le temps, et qu'elle pourrait même être de plus en plus élevée, pourquoi pas? Bref, au niveau de dividendes, est-ce qu'il y a de grandes chances? Actuellement, elle pourrait reverser 3%, elle reverse 0,96. Elle pourrait même encore en avoir plus. En 2026, on sera presque à 4%, 4,5% par là. Donc, techniquement, elle est moins de payer ce dividende-là. Enfin, pas 4,5%. On sera à peu près toujours au moins aux alentours de 4% par là, 3,5% par là. Donc, elle a la capacité ici de reverser ce dividende. Que ce soit du point de vue bénéfice net, que du point de vue free cash flow. C'est une très belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. En tout cas, dans la mienne, elle a une place. Donc, la watchlist que vous pouvez retrouver ici, dans le service Top Premium. Si vous avez des questions par rapport à ce service ou bien à l'accompagnement, vous pouvez réserver un appel. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. De toute façon, il n'y a qu'une seule page. Il n'y a qu'un seul élément ici. C'est la newsletter. Point. Dès que vous rentrez à l'intérieur, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires au prochain courriel. OK. Donc, la newsletter, on partage généralement ici des analyses sectorielles. On parle également ici des réflexions en matière de stock picking sur différents sujets particuliers ici. On peut parler de psychologie, ce genre de choses-là. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Novonesis, enfin, c'est quoi? Novonesis, excusez-moi, Novonesis, très intéressant, enfin, intéressante à voir en watchlist en date d'aujourd'hui. Le prix actuel n'est peut-être pas mauvais si la croissance ici est durable dans le temps. Merci, au revoir.